bonjour à tout le monde. Je vais essayer de m'insérer dans le thème qui est, pour prendre un mot qui est à la mode, la résilience. C'est-à-dire découvrir que quand les choses s'effondrent, il y a du monde pour les relever. Et qui non seulement relève les ruines, mais le font d'une manière renouvelée. Je ne dirais pas complètement nouvelle, mais renouvelée. Et donc, on m'a demandé de regarder ce phénomène-là dans notre région. Alors, pas notre région, parce que rien que déjà pour parler du diocèse, j'ai 90 pages, vous voyez, donc je peux vous tenir l'après-midi. Donc, je ne parlerai pas de la Lorraine, hein, parce que les cas sont quand même assez différents. Cette résilience ne s'est pas faite de la même manière à Nancy, à Saint-Dié, à Verdun et à Metz. Hein. Donc, je vais essayer de regarder quelques figures, et d'abord de planter le décor, et ensuite de regarder quelques figures, que ce soit des figures épiscopales, des figures sacerdotales, des figures religieuses, ou des figures de laïcs, parce qu'on trouve dans l'ensemble du peuple de Dieu cette capacité-là. Et puis si vous voulez ensuite, pour terminer, je prendrai de la hauteur pour montrer comment ce qu'on a décrit dans les petites choses de notre région, de notre diocèse, s'insère dans quelque chose de bien plus grand pour l'Église universelle. Alors d'abord, l'état des lieux. D'abord les dates. En général, on fait un siècle avec 120 ans, c'est-à-dire de 1789 à 1914. C'est ce qu'on appelle le 19e siècle. Parce que vous savez bien que la vie n'est pas aussi facilement contingentable dans les années. Donc 89, c'est le bouleversement absolu, et j'allais dire 14 sera un bouleversement absolu aussi. Enfin, absolu, radical. Donc on est là entre deux bouleversements. Cette période, elle est divisée pour la France, habituellement chez les historiens, on ne va pas faire de la spécialité ici, en deux grandes périodes, en gros 1800-1860, qu'on appelle les secondes lumières et le dynamisme qui reprend dans l'Église, qu'on appelle en général le concordat, parce que tout ça se passe dans un régime concordataire entre l'Église et l'État. Et puis ensuite, pour garder le mot, à partir de 1860, les choses bougent un peu, mais surtout à partir de 1880 jusqu'à 1914, alors on parlera du discordat, parce que là, l'Église et l'État en France vont se faire la guerre à nouveau. Ou plus exactement, l'État va à nouveau faire la guerre à l'Église. Donc c'est ça, c'est deux périodes. Si vous voulez, il y a une partie montante du siècle, si on peut dire, et puis ensuite il y a une partie très, très douloureuse et très difficile, puisque l'Église catholique sera persécutée. Alors maintenant, la première période. Alors, le contexte, le climat général, hein, le contexte politique, le contexte économique, regardez un petit peu la situation, puis ensuite on parlera de l'Église. On peut dire en 1800, les Nancéens, les gens de nos diocèses ont été spontanément bonapartistes. Pourquoi ? Parce qu'ils en avaient assez de la pagaille, pour ne pas employer d'autres mots, et qu'ils étaient contents que quelqu'un enfin remette de l'ordre dans l'État. De plus, ça leur allait bien, puisque vous savez que notre région a été annexée à la France sans aucune raison réelle en 1766, c'est-à-dire très très tardivement, et que, en tout cas, la monarchie française des Bourbons a laissé que des mauvais souvenirs dans le pays. Ce rattachement-là a été catastrophique, mais les occupations françaises durant le XVIIe siècle en Lorraine ont laissé des souvenirs atroces.
Et d'ailleurs, quand les Bourbons vont être rétablis après l'Empire, on va connaître en Lorraine un frein et vraiment un refus de cette nouvelle donnée des choses. Donc ça, c'est assez caractéristique de la région. Mais en même temps, sous l'Empire, il faut quand même dire que toute vie politique a complètement disparu. Les oppositions sont réduites au silence, personne n'a le droit de dire rien. Les guerres napoléoniennes vont susciter un peu d'enthousiasme parce que, voilà, il y a toujours un petit peu le cocorico français. Très vite, ça va apparaître comme très périlleux et la fin de l'Empire va franchement rencontrer une résistance dans nos pays en raison de la conscription. Pour ça, il suffit de lire le conscrit de 1813 d'Erckmann-Chatrian, qui est vraiment, enfin, d'Erckmann et de Chatrian, qui sont couleurs locales et qui décrivent très très bien cette situation. Voilà, ça c'est, disons, les deux grands mouvements. En 1830, les Lorrains s'opposeront vraiment aux Bourbons, à Nancy, comme plus peut-être que sous la Révolution. Et puis, la Révolution de 1948 sera accueillie avec faveur ici. Parce qu'il faut quand même bien penser toujours le fond politique qu'il y a derrière ça. 1800, le consulat, ensuite l'Empire, ensuite la première restauration à la Louis XVIII, ensuite la deuxième restauration à la Charles X, qui aboutit à une catastrophe, ensuite en 1948 à une monarchie réhabituée, etc. Ensuite à la République, ensuite à le président à vie, ensuite le Second Empire, ensuite on ne sait pas trop quoi, un parlement à large dominante monarchiste et un candidat à la royauté qui ne veut pas l'être, et donc une catastrophe. Et puis en 1879, la Troisième République, qui elle va être une Troisième République issue de la Révolution française et reprenant les idéaux extrémistes de la Révolution française, y compris la terreur pour certains, jusqu'en 1914. La France a connu une instabilité politique effrayante, mais qui est le contre-choc, si vous voulez, de la brutalité des événements de la Révolution française et du désarroi, du déséquilibre fondamental des institutions et des corps intermédiaires et une instabilité. Voilà, donc ça chez nous, tout ça va. Évidemment, tout le pays réagit toujours à ces événements-là. Si on regarde un petit peu plus loin, si on avance un petit peu, je veux dire dans le siècle, on peut dire que la Lorraine, enfin notre région, notre diocèse en 1800, c'est un diocèse rural, à majorité rurale. C'est même, quand l'économie reprend, c'est même une période d'apogée en quelque sorte. J'ai bien l'apogée parce qu'à partir de 1840, la mécanisation va ruiner peu à peu tous les artisans ruraux et va pousser un grand nombre de paysans vers les villes, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le premier exode rural, urbain. Quant à l'industrie elle-même, je pense par exemple à l'industrie, les forges, par exemple de Vindel, etc. Jusqu'en 1815, elles les ont mal vécues, mais ensuite elles vont prospérer, l'industrie va prospérer jusqu'en 1845, lentement, et à partir de 1845, alors sous le Second Empire, alors là, l'industrialisation va connaître un essor et une poussée très grande. Ce qui fait qu'en 1870, la Lorraine produit 30% du fer national, une bonne partie du textile et la verrerie quasi générale. Voilà. Pour donner un cadre, donc une reprise économique réelle.
La ville de Nancy, en 1815, elle a autant d'habitants qu'en 1789. C'est pour dire que quand on ne grandit pas, c'est qu'on baisse. 30 000 habitants. Il y a deux forces politiques qui vont s'affronter pratiquement pendant la première moitié du siècle. D'un côté, la bourgeoisie légaliste, éclairée, par exemple Léopold l'Allemand, qui va gouverner de 1795 à 1816, partisan des réformes de 1789, mais pas de celles de 1793. Et puis en face, eh bien, vous aurez les révolutionnaires qui, eux, reprennent tout la Révolution 89 et 93, avec cette idée qu'il faut utiliser la dictature pour faire avancer les choses. Voilà, les deux. La ville a beaucoup souffert de la Révolution. Baisse de la population, problèmes incessants de subsistance, difficultés économiques. Pour vous donner quelques exemples, l'usine Marmot, donc textile, en 1789 avait 82 métiers et 486 étudiants. Il n'y a plus que 30 métiers et 100 ouvriers en l'an 5. La draperie Saint-Jean, qui faisait travailler 3000 ouvriers en 1789, est presque complètement tombée. Il reste une petite dizaine d'ouvriers à travailler. Idem pour les distilleries, les huileries, les ateliers de poudre à priser, d'amidon, tous diminués ou disparus. Donc vous voyez, la ville a été vraiment secouée. Dans cette ville, l'enseignement est chaotique. Presque pas d'enseignement primaire. Le lycée est créé en 1804. Il y a une éphémère faculté de lettres parce qu'évidemment, la Révolution a supprimé l'université. D'abord, Napoléon ne s'intéressait pas du tout à l'enseignement et Marquis et l'Allemand, les deux maires qui se partageaient une partie du siècle, pensaient comme l'empereur. La vie artistique, il y a un petit peu quelques personnalités, bien peu, depuis 1766, où beaucoup sont partis, mais je vais donner les noms, ça va vous rappeler parce que c'est les noms de rue. Par exemple, vous avez l'auteur dramatique Gilbert de Pixérécourt, qui est le directeur du théâtre. Vous avez une poétesse, Madame de Vanos. Il y a une rue, tout ça, c'est toute notre histoire. C'est pour ça que je les évoque. Qui tient salon rue du Manège. Et qui, dans son salon, retrouve les magistrats, les libraires, un petit monde intellectuel local. Il y a la librairie Psaume. Ce monsieur Psaume est un grand érudit, et sa librairie est peut-être le foyer le plus intéressant au niveau intellectuel de la ville à l'époque. Là-dedans, on trouve des gens du professeur du lycée, Caumont, qui est le fondateur de l'école centrale et de physique et de chimie, le docteur Alda, le passage à Molvaux, père et fils, Méret, ingénieur des ponts, Joseph Laurent, Granville, père. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est chez nous, quoi. Voilà, on voit bien les... Et puis, c'est l'époque où l'Académie de Stanislas reprend, après avoir été pendant presque 30 ans silencieuse. Mais la grande figure qui domine dans la ville de Nancy, c'est le général Drouot. Il rentre à Nancy, il habite un immeuble rue Saint-Léon, on le voit encore aujourd'hui, il est même représenté sur cet immeuble. Il a sa campagne, n'est-ce pas? Et la campagne, vous la connaissez bien, vous y allez sans doute aussi, c'est le centre spirituel diocésain. Excusez-moi, car pas le Carmel, mais le bâtiment qui est derrière, qui vient de recevoir un nouveau toit, c'était la maison de campagne de Drouot, ainsi que le parc, et qu'il a légué, voilà, par ses descendants pour le Carmel. Vous voyez, dès qu'on fait un pas, pour ça que je prends un petit peu de temps pour ça, pour qu'on entre vraiment dans le concret de notre réalité. Donc, sans se rallier aux Bourbons, Drouot ne les combat pas, comme la plupart des Nancéens. Ils seront pourtant, qui manifesteront, quand Charles X viendra en 1828, leur distance. Drouot, c'est le sage, c'est vraiment l'homme remarquable
qui fait des dons, qui a une belle fortune, hein, parce qu'il a bien réussi sa vie, mais qui est un homme de bienfaisance, un sage, un homme, voilà. Alors je suis donc, moi qui suis un ancien, n'est-ce pas, du lycée impérial, qui s'appelle Henri Poincaré depuis quelques décennies, et moi j'y étais au temps de Henri Poincaré, eh bien j'ai été élevé dans la pieuse dévotion au général Drouot. Il y avait des phrases du général Drouot dans nos salles de classe, au rez-de-chaussée du lycée, dans ce qui est le long de la rue Henri Poincaré. Tout ça a disparu, je pense, sous les rénovations successives, mais de mon temps encore, je peux parler comme ça, hein, à mon âge, de mon temps, on nous faisait lire encore en sixième des maximes tirées du général Drouot. Pour vous dire que ça a la durée. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, dernier point, puis comme ça on y sera à peu près prêt pour maintenant regarder comment ça se passe dans l'Église, puisque c'est ça le sujet, n'est-ce pas? On peut dire aussi qu'il y a quelque chose qui naît aussi et qui va beaucoup marquer Nancy, c'est ce qu'on appelle le lotharingisme, qui reprend en 1817 par la restauration de la Chapelle Ronde. Et le 9 novembre 1826, on y ramène les restes des ducs. S'imaginer, ça c'est, faut prendre là 1766, 1826. Voilà. Hein. Ça c'est le temps pendant lequel il était interdit de se dire lorrain. Ça c'est typiquement l'idéologie française. Hein. Il n'y a pas de différence selon les régions de France. Chaque citoyen est unique et il est seul devant l'État. Donc les corps intermédiaires, et en particulier les corps provinciaux, sont honnis. Donc il était interdit de parler de Lorraine et de se dire lorrain. En 1826, on peut, et on en profite. C'est à cette époque-là aussi qu'on élève la statue de Stanislas sur la place. Voilà. En 1848, puis je serai arrivé à ma fin de ma période, la Révolution à Nancy passe comme un rien. Alors qu'en 1830, elle s'est très mal passée. Elle s'est très mal passée en 1830, puisque à cause de l'évêque, Monseigneur de Forbin-Janson, qui était une personnalité assez remarquable. Il est arrivé comme évêque de Nancy à 36 ans. Il avait été plein de dynamisme, plein de tonus, mais il avait une conception de ce qu'on appelait d'une restauration des ultras. Vous savez que la restauration, elle a oscillé entre deux tendances. On pourrait dire incarnées l'une par Louis XVIII, c'est-à-dire on ne reviendra pas sur la monarchie absolue d'avant la Révolution. Et donc, la restauration, c'est une restauration de la monarchie en la faisant vivre à la manière constitutionnelle, à la manière anglaise. Ça, c'est le point de vue de Louis XVIII et du courant autour de Louis XVIII. Mais vous avez en France un autre courant qui va être continuellement harcelant, d'ailleurs, durant la restauration de Louis XVIII, pour revenir à l'ancien État tel quel. Tel quel. C'est ce qu'on appelle les ultras. Et quand Louis XVIII meurt, Charles X, qui lui succède, est le porte-parole des ultras. Et on a donc deux restaurations en France. La première de 1815 à 1826, et puis ensuite la deuxième de 26 à 30. Ça durera longtemps parce que très vite ça explose. Or, Forbin-Janson était assez proche des courants ultras, et il le disait un peu trop, et ça a déplu à ses diocésains, ce qui fait qu'en 1830, les Nancéens s'en sont pris au séminaire et à l'évêché en saccageant
de fond en comble le séminaire des missions royales à de Strasbourg aujourd'hui et l'évêché. Et de Fort-Magençon n'était pas à Nancy, et on a vite dépêché un émissaire pour lui dire de ne pas y revenir. Et donc il s'est réfugié à Paris. On va voir tout à l'heure les conséquences que ça a eu. Voilà. Autrement, pour la Révolution de 48, tout est passé comme il fallait. On a mis le notaire maréchal à la mairie, le comte de Ludre comme commissaire de la République. L'Église se ralliait au nouveau régime, mais sans évêque, il n'y avait toujours pas d'évêque. L'économie était en crise, les ateliers nationaux qui ont été lancés à Nancy ont raté comme ils ont partout ailleurs en France. Les émeutes de juin, la peur des rouges et des partageux, comme on disait à l'époque, la volonté de défendre la propriété privée, qui apparaît très très fortement là en 1948, tout ça a provoqué dans la région le revirement, l'accueil de Napoléon comme président, qui reçoit les 3/4 des suffrages des Nancéens quand il est élu président de la République. De la République, je dis bien. Pourtant, l'Église n'était pas tout à fait dans la ligne, puisque les autorités ecclésiastiques n'ont rien dit au sujet du vote de l'élection entre Napoléon III, enfin ce qu'elle est de, et Cavaignac. Et le journal des catholiques, qui s'appelait L'Espérance, lui, était favorable à Cavaignac. Donc oui, il y a toujours eu un jeu de liberté. Quant au plébiscite qui a suivi le coup d'État, en 1849, le parti qui avait eu le plus de voix, c'était le parti des abstentionnistes. Comme toujours à Nancy, ni trop peu. Quand c'est la chienlit, on trouve bien, il faut quelqu'un qui remette de l'ordre, mais s'il en met un peu trop, on le congédie. C'est vraiment, voilà. Ça c'est cette espèce de climat typiquement nancéen, très différent à Metz, très différent dans les autres villes. Alors voilà, maintenant l'Église dans tout ça. Quand, en 1800, le nouvel évêque arrive, qui s'appelle Monseigneur d'Osmond, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus un presbytère, plus de séminaire, plus de bibliothèque, plus d'école. Et la moitié des églises du diocèse sont en ruine. Voilà. Tout est à reconstruire au propre et au figuré. Avec des différences, des difficultés supplémentaires qu'il ne faut pas oublier. Dans le diocèse, il y a 2 églises l'une en face de l'autre. L'église constitutionnelle issue de la Révolution avec son évêque, Lalande, et l'église réfractaire, donc qui n'avait pas voulu prêter le serment de la constitution civile du clergé, ni les serments successifs, donc l'église réfractaire, qui était clandestine et qui, à partir du Concordat, refait surface, dont d'Osmond est l'évêque. Pour vous donner un exemple, voilà comment ça s'est passé. D'Osmond fut reçu à la porte de la cathédrale par M. de Mahuet de Lupcourt, grand doyen du ci-devant chapitre provincial. Il fut intronisé au son du canon, des cloches, les quelques-unes que la Révolution avait épargnées, avec le concours des autorités, en présence d'un nombreux clergé et d'une foule sympathique et respectueuse. Mais Nicolas, l'évêque constitutionnel qui avait administré la confirmation à la cathédrale le dimanche d'avant, prit part lui aussi à la cérémonie en grande tenue épiscopale avec ses vicaires et ses prêtres. Donc 2 églises, l'une face à l'autre. Donc d'Osmond avait en face de lui une église constituée et qui avait une certaine consistance. C'était tellement difficile pour lui qu'il a démissionné 2 jours après. L'empereur n'a pas voulu, donc il est revenu, et en fait il va rester évêque jusqu'à la fin de sa vie.
Voilà, ça c'est un état des lieux. Donc il n'y a plus rien, donc il faut tout reconstruire. Le clergé, les 2/3 ont plus de 60 ans. Quand on va réconcilier les constitutionnels, mais ça va être insupportable. On va nommer un curé ancien réfractaire dans tel village. Les gens du village étaient plutôt constitution civile du clergé, ils ne veulent pas recevoir leur curé. On nomme un constitutionnel dans telle autre paroisse, mais là-bas, mais c'est un constitutionnel, on n'en veut pas. On veut un réfractaire. Donc vous voyez, le cirque, non seulement il n'y a plus rien de construit et de bâtiment, mais en plus, la rivalité entre les deux clergés et entre les deux communautés. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en Chine, entre l'église clandestine et l'église officielle, dans un contexte quand même plus difficile que ça. Mais là, donc c'est exactement ce qui est. Et puis, ce n'est pas tout simple non plus. C'est que dans le clergé, il y a des gens qui ont été clandestins, il y a des gens qui s'étaient sauvés, émigrés, puis qui sont rentrés. Puis il y en a qui ont été déportés sur les pontons de Rochefort, où la moitié sont morts, mais qui sont revenus. Mais les personnalités qui sont revenues, ils reviennent auréolés, n'est-ce pas, du titre de confesseur de la foi. Ils se sont passés à travers des choses terribles. Il faut les entendre raconter. Mais ils sont encombrants. Parce que, ben voilà, ils ont un peu tendance à prendre une place démesurée à l'intérieur du clergé. Donc voilà la situation bien difficile du début de la Restauration. Voilà. Alors, dans les premiers qui se relèvent, hein, ça c'est intéressant, c'est ça maintenant qu'on va voir. Maintenant que je vous ai un peu sommairement montré comment c'était. Ah, j'ai oublié de dire une chose, pardon. C'est que dans ce clergé-là remis en place dans le diocèse, il n'y a pas de religieux. C'est une église sans religieux. Et ça marque beaucoup l'église française. C'est qu'encore aujourd'hui, les religieux sont hors la loi, strictement par rapport à la loi française, puisqu'ils n'ont pas le droit de s'assembler. 10 citoyens français peuvent se réunir pour créer une association loi 1901 et ouvrir un compte. S'ils sont prêtres, c'est interdit. Donc, la situation est, voilà, n'est pas si simple, mais il n'y a pas de religieux. Pour vous donner un exemple, quand vous prenez le diocèse de Vérone, par exemple, en Italie, qui est à peu près l'équivalent du diocèse de Nancy, il y avait, quand se fréquentait ce diocèse, parce qu'il y a un oratoire à Vérone, il y avait 650 prêtres diocésains et 580 religieux au service du diocèse. Moitié-moitié. Vous voyez bien que chez nous, rien n'existe de ça. Voilà. Donc c'est une église sans religieux. Avec quelques religieuses, on va voir, elles vont arriver. Je vais en reparler dans quelques instants. Donc parmi les premières personnalités qui vont relever le diocèse, il y a des gens qui ont passé la Révolution française. Alors, j'en prends quelques-uns. Alors il y a le premier, c'est donc l'abbé Michel, qui était originaire d'Haraucourt, qui n'a été ordonné prêtre qu'en 1802, après avoir passé, à partir de 1794, toutes ces années sur les bateaux des pontons de Rochefort, dans des situations effrayantes. Des bateaux négriers, toutes les nuits il y avait des morts, etc., enfin, dans des conditions hygiéniques, alimentaires, etc., absolument effroyables. La moitié sont morts. Lui, il est rentré et il revient avec une force, une stature religieuse. Il est aussitôt nommé professeur au séminaire. Il exerce une grande influence, évidemment, sur les séminaristes parce que figurez-vous, que la première grande surprise, c'est le retour des vocations.
En 1800, 60%, non, oui, 60% du clergé a plus de 60 ans. En 1830, 60% du clergé aura moins de 30 ans. On a inversé en une génération, tout d'un coup, dans ce pays dévasté, il y a des vocations. Alors le séminaire est instauré en face de l'église Saint-Pierre, aujourd'hui, là, l'hôtel des Missions Royales. L'abbé Michel y est d'abord professeur de dogmatique, ensuite supérieur du séminaire. Il a un grand prestige intellectuel, c'est un homme spirituel, il a traversé cette expérience. Voilà une figure qui va être extrêmement incitante, comme modèle un peu de résistant. Il va reconstituer la bibliothèque, parce que toutes les bibliothèques des maisons religieuses, quelles qu'elles soient à Nancy, ont été vidées par les révolutionnaires et avaient été mises dans les greniers du lycée Henri Poincaré, où ils sont encore, pour un certain nombre. Ça a peut-être été déménagé, mais il y a 20 ans, c'était encore là. Et donc, l'abbé Michel lui reconstitue la bibliothèque du Grand Séminaire, celle qui est ici. Celle qui est ici, c'est grâce à lui, enfin pas après nos époques, non, mais alors à l'origine. Il a reconstitué une bibliothèque personnelle, parce qu'il y avait beaucoup d'exemplaires de chaque... dont il a fait don, c'est le Fonds Michel, qui est là, ici. Et ça, c'est un élément important. Malheureusement, ça ne se fera pas partout, et ça ne va pas être la marque. C'est que pour lui, il fallait redonner une vie intellectuelle au clergé, tout de suite. Mais on a tellement eu besoin que la formation soit rapide qu'on a négligé, dans la première matière, dans la restauration du début, on a négligé la formation des prêtres. On les a fait pieux, mais pas intelligents, pour faire vite. C'est contraire à... Lui ne voulait pas de ça. Mais voilà, donc il a œuvré pour ça. Mais notre diocèse est une exception par rapport, je vous montrerai ça, mais ça c'est un peu pour la fin. Voilà, ensuite vous avez des prêtres simples, mais qui vont jouer le rôle de passeurs, et ça c'est important, il faut qu'il y en ait qui fassent ça. J'en ai retenu deux, M. de Manessi, qui était un curé de campagne, il était curé de Trousset, et puis il a été chanoine de la cathédrale de Toul, et c'est un homme qui a d'une santé délicate, etc., mais qui a traversé la Révolution française en se cachant, rue Saint-Dizier à Nancy, en utilisant les passages entre les caves, etc., pendant toute la Révolution française. Et c'est quelqu'un qui a été très, très fort, très présent au niveau du clergé et au niveau des religieuses qui reprenaient leur vie. Je vais en parler dans un instant. Et l'autre, c'est un ancien jésuite, le père Doré, qui, lui, va exercer aussi une grande importance à cause de sa structuration de jésuite par rapport dans cette période complètement chaotique. Ces hommes-là, Manessi, qui est un peu... c'est-à-dire qui est... Si vous voulez, si on voulait faire des comparaisons, Manessi, c'est un peu Benoît XVI, et Doré, c'est Jean-Paul II. C'est-à-dire, il y en a un qui est robuste, il y en a un qui... Puis il y en a un autre qui est fragile, mais chacun à leur style, à leur manière, ils ont contribué à... Voilà. Donc ça, c'est les premiers. Ça, j'appelle ça les passeurs. C'est-à-dire ceux qui ont connu avant et qui sont des gens qui ouvrent pour l'avenir. Deux femmes. Bon, on peut en dire, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, mais bon, j'ai droit qu'à 1 heure, hein, donc je ne peux pas tout dire. Du côté des femmes, alors 2 femmes, Rosalie Marquand, qui est élue supérieure générale de la doctrine chrétienne en 1803, car une des seules congrégations, il y en a 2 à Nancy qui ont réussi à passer la Révolution sans être démolies et anéanties, les sœurs de la doctrine chrétienne et les sœurs de Saint-Charles. Et comme elles sont pour l'enseignement et le monde hospitalier, elles sont dans l'œil et dans le cœur du premier consul, ce qui fait qu'on leur permet de se reconstituer très tôt. Les 2 sont rétablis en 1808, légalement.
Donc la sœur Rosalie Marquand, elle est élue supérieure générale en 1803. C'est une femme qui avait passé la Révolution française. Elle a été institutrice, maîtresse d'école, comme on disait, pendant toute la Révolution. Elle a repris et reconvoqué la congrégation en 1803. Elle a été élue supérieure générale à ce moment-là. Elle a racheté la maison des Capucins au 149 rue Saint-Dizier pour y faire la maison mère de la doctrine chrétienne. Elles habitaient, alors c'est intéressant parce que de Manessi habitait rue Saint-Dizier, Doré habitait rue Saint-Dizier, la sœur Rosalie Marquand habitait rue Saint-Dizier, et la congrégation a acheté une maison, la maison mère, rue Saint-Dizier. Quand on reprend dans l'histoire, c'est assez surprenant de voir ces espèces de constances. Voilà. Comme si la Providence avait rassemblé dans le même quartier tous ceux qui allaient refaire. Donc là, c'est à la fois des gens qui ont passé la Révolution française et qui rouvrent l'avenir. Et la sœur Rosalie Marquand, elle ouvre l'avenir d'une manière très importante, puisque, alors, en rassemblant la congrégation, elle a écrit à toutes les sœurs qu'on connu. Il y en a quand même plus de 60 qui sont venues, ce qui est quand même beaucoup. Et puis on reprend. Et ensuite, alors, c'est ça, pas directement celle qui lui a succédé, mais un petit peu d'après, une autre femme, alors qui, elle, va absolument construire la congrégation de la doctrine chrétienne, c'est la mère Pauline de Fayonnet, qui est donc là, qui a été supérieure. Alors, elle, même chose, elle a. En 1792, elle était étudiante chez les Sœurs de la Visitation, rue de la Visitation, qui tenait un collège un petit peu sélect, un petit peu aristocratique. Et puis, donc elle a étudié là. Puis en 1792, ben, ma foi, tout le monde a été chassé. Donc la mère Pauline est retournée dans sa famille d'origine, dans son pays d'origine qui est Saint-Miel. Il y a encore l'hôtel de Fayonnet au jour à Saint-Miel. Et elle a passé la Révolution à Saint-Miel en aidant les prêtres réfractaires, avec un culot invraisemblable, passant à la barbe des révolutionnaires, avec une astuce et une espèce de joie de vivre assez extraordinaire. Et puis donc, la voilà qui reprend la succession, et à partir de 1803, et alors elle va d'abord être religieuse, puis ensuite elle va être élue supérieure en 1821 de la doctrine chrétienne, et elle va le rester jusqu'en 1856, date de sa mort. Et elle, alors voilà, là, on a reconstruit une congrégation. Alors maintenant, je vais prendre... Donc l'histoire du diocèse est aussi marquée par quelque chose d'un peu drôle chez nous. C'est l'affaire de Forbin-Janson. Parce que je vais introduire une autre figure très importante. Forbin-Janson est donc parti du diocèse en 1830 pour ne pas s'en rentrer à Nancy, s'est réfugié à Paris. Et le Saint-Siège a dit, mais vous n'aurez pas d'autre évêque. Il y a un évêque, c'est Monseigneur de Forbin-Janson, c'est votre évêque. Vous l'avez maltraité, ben vous n'en aurez pas d'autre. Et donc on va être, pendant 20 ans, sans évêque. Alors pas tout à fait, parce qu'il va y avoir quelques petits... On va y avoir 100 personnes, et puis ensuite il va y avoir un évêque auxiliaire, un évêque auxiliaire, Monseigneur Donnet, qui va vite partir. Puis ensuite un deuxième évêque auxiliaire, Monseigneur Mangeot, qui arrivera lui en 1839, et qui sera, à un moment donné, titularisé. Mais il y a une période là un peu. Mais je ne veux pas raconter ça, je mets simplement le contexte, c'est que ça a mis en valeur une personnalité tout à fait intéressante, c'est le vicaire général Dieulin. D-I-E-U-L-I-N. Il est né en 1794, il est mort en 1847. Il était d'un petit village, il était de Xur.
Canto de Château-Salins, n'est-ce pas? Il a été formé au grand séminaire par l'abbé Michel, comme confesseur. Ensuite, il devient curé de Bourdonnais. Et c'est là que Fort Bagençon, en 1833, le nomme vicaire général. Et là, c'est une grande figure et le diocèse lui doit énormément. Car c'est lui qui a reconstruit matériellement le diocèse. C'est un gestionnaire précis, précieux, puisque le siège va être vacant de 1830 à 1844. Il est soucieux de la pastorale, de former les prêtres. Il a écrit un guide des curés, il a écrit Le Bon Curé au XIXe siècle. Il donne de bons conseils, il forme des gens pour gouverner des paroisses. Il rétablit la formation permanente parce qu'il voit que c'est quand même léger ce qu'on a donné aux prêtres. Et donc il les oblige à se former dans leurs réunions de doyennés. Il impose les thèmes. Et il demande qu'on lui fasse des comptes rendus des débats et de ce qui a été dit pour vérifier que c'est fait. Il va développer beaucoup l'école catholique. Alors d'abord l'école, c'est-à-dire il va profiter du fait que le curé peut entrer à l'école publique pour encourager les prêtres à fréquenter les enfants et à aller les former à l'école. Et c'est sous son vicariat général qu'un certain nombre de laïcs de Nancy vont prendre des initiatives. C'est lui, vous voyez, quand il voit cette force c'est une espèce de force tranquille, c'est un homme très, très paisible, il en faut beaucoup pour l'énerver. Ce qui est très important à l'époque, parce que c'est quand même compliqué au milieu de tout ce monde-là. Et puis il s'est appelé Révolution, hein, entre 30 et 44 et 48, après il est vicaire général, donc il a tout. Donc c'est un homme, lui-même pasteur, et heureux de l'être, et admirablement pour susciter. Et il va réussir à susciter un certain nombre d'initiatives chez des laïcs. Alors c'est là maintenant que j'arrive, et je vais vous les lire les uns après les autres, ces initiatives, comme ça vous allez voir que c'est pas rien du tout. Le premier, c'est en 1827, un laïc, Joseph Pirou, qui est un fils d'architecte, c'est celui notamment qui a construit les 2 synagogues de Lunéville et de Nancy. Il est né en 1800 et il meurt en 1884, il était professeur. Et c'est lui qui fonde au faubourg Stanislas, puis dans un bâtiment situé à l'angle de la rue Poincaré et du quai Claude Lorrain, une institution pour les sourds et muets. Pour rassembler ces enfants qui sont démunis et leur donner un enseignement approprié, un langage de signes en particulier. Et il faut dire que Fort Bagençon a été quelqu'un qui a énormément soutenu Joseph Pirou. En 1831, à Nancy, un groupe de laïcs et un prêtre fondent un journal, le Courrier Lorrain. C'est l'abbé Mirguet et 2 personnes qui vont beaucoup compter à Nancy, Prosper Guerrier de Dumas et Nicolas Wagner. Et ce journal, il a la particularité de diffuser à Nancy les idées du journal national français, L'Avenir, c'est-à-dire le journal de Félicité de Lamennais, de Montalembert et de Lacordaire. Donc lui, ce journal va insérer, j'allais dire, le diocèse dans ce mouvement qu'on va appeler le catholicisme social. Avec l'extraordinaire figure de Montalembert, grand ami de Lacordaire. Je n'ai pas assez de temps pour le présenter, mais il faudrait. En 1831, la même année, l'abbé Mirguet lui-même et 2 autres laïcs, les mêmes que ce que je viens de vous donner, non seulement fondent le journal, mais en même temps
se lance dans la fondation d'une école catholique, contrairement à la loi française, car la loi à l'époque ne conçoit que l'enseignement dit public. Le pensionnat est ouvert au Faubourg Saint-Pierre, sous la direction de Mirguet, en 1836. Et ça commence avec 22 enfants. Mais évidemment, c'était illégal. Et donc, le maire et le recteur de l'académie ont signifié cela. Donc, pour contourner la loi, sans perdre une clientèle de plus en plus nombreuse, ils vont s'installer, où ça? À la Malgrange. Et c'est la fondation du collège de la Malgrange, 1837. Et la libéralisation de l'enseignement catholique, grâce à la loi Fallou de 1850, permettra au collège de prospérer jusqu'aux troubles politiques de 1901. En 1837, l'année d'après, Prosper Guerrier-Dumas et ses amis, Prosper Guerrier-Dumas, il a 25 ans, il a des amis de cet âge-là, fondent la Société Foi et Lumière, dont le but est de réconcilier la science et la foi, l'Église catholique et le monde moderne, la vie intellectuelle et la vie chrétienne, dans la mouvance du catholicisme social de Lamennais et de Montalembert. Mais c'est pas rien, c'est une centaine de jeunes hommes de la ville, derrière Guerrier-Dumas et Nicolas Wagner, qui est son adjoint. C'est eux qui vont militer pour la refondation de l'université de Nancy en 1853, car le gouvernement avait prévu qu'il n'y avait pas d'université à Nancy. Et c'est Prosper Guerrier-Dumas et son groupe qui a beaucoup milité auprès des ministères, il avait de l'influence aussi, pour que l'université soit rétablie, et elle a été rétablie, et c'est grâce à eux, et grâce à ce mouvement qu'il y a une université à Nancy. Donc, autour de Guerrier-Dumas et de son groupe, c'est à la fois la renaissance du lotharingisme, la création de l'université de Nancy, le prestige de la ville et le renouveau de la pensée d'un groupe d'hommes actifs qui pensent dans la mentalité du catholicisme social, c'est-à-dire de l'harmonie entre l'Église et le monde moderne. Nicolas Wagner, qui est son adjoint, lui est d'une mais tout le monde, enfin, entre vous, on s'en est connu l'imprimerie Wagner, ben c'est lui, hein, voilà, c'est la famille. Nicolas Wagner est d'origine, lui, plus modeste. Il était d'origine, d'ailleurs, de Lorraine germanique. Il a fait ses études au Petit Grand et au Grand Séminaire, puis il l'a quitté en 1830 dans la tourmente. Il s'est marié, il a eu 8 enfants. Sa connaissance de l'allemand lui a permis d'être professeur d'allemand au Collège Royal. C'est un militant passionné, c'est un journaliste exceptionnel par goût et par talent, et qui est fondateur de l'imprimerie, en même temps que le journal, qu'on a connu, l'imprimerie Wagner, jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est un catholique de combat, libéral, et ils vont faire la paire avec Prosper Guerrier-Dumas, si je puis dire, l'un parce qu'il a tout le côté aristocratique qui va attirer un certain public de Nancy, et Wagner, il a une simplicité dynamique qui va attirer une autre partie. 1838, fondé à Nancy par Désiré Carrière, qui sera un futur écrivain, et avec Nicolas Wagner, la conférence Saint-Vincent de Paul sur le modèle de Frédéric Ozanam. En 1842, Clara de Gondrecourt, jeune aristocrate, jeune femme, d'un haut lignage de la vieille ville, fonde le mouvement pour les jeunes filles, l'œuvre des apprentis, comme on appelle ça. C'est-à-dire un foyer dans lequel les filles de la campagne qui viennent travailler comme apprentis et qui sont complètement abandonnées puissent être logées, nourries, cordialement accueillies,
former et aussi catéchiser. Ça s'appelle l'œuvre des apprentis. Et à la même époque, 3 ans plus tard, en 1845, c'est la fondation de la Maison des apprentis par l'abbé Firmin Armand et par quelques laïcs de la paroisse de la cathédrale. Cette histoire, c'est une histoire à la Don Bosco. En rentrant le soir, l'abbé Armand rencontre sur le portail du presbytère de la cathédrale un gamin qui est là, 14 ans, 13 ans, 14 ans, qui est blotti et qui dort. Donc il lui pose question, pourquoi? Il est apprenti, il n'a pas où loger, etc. Il vient de la campagne. Donc il rentre chez lui, il le fait loger. Évidemment, le lendemain soir, quand il rentre, il y en a 4. Et ainsi de suite. Donc ça va augmenter. Ça va tellement même augmenter que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc avec des laïcs, je les nomme, parce que ça met des noms, hein, Joseph Verlet, Élie Baye, Élie de Saint-Baussan, Méméron de Dombasle et Claude Élie, les laïcs de la cathédrale, vont acheter une maison dans le quartier rue des Tiercelins pour loger ces garçons-là et constituer un groupe pour les élever, pour les accueillir. Alors, le couvert, le logis, le couvert, la formation professionnelle, la formation juridique, l'apprentissage de l'écriture, il faut que tous ces garçons apprennent à écrire, etc. Donc voilà, tout ce qui se passe. Tout ceci dure encore aujourd'hui, puisque la Maison des apprentis, c'est aujourd'hui le collège de Beaucerville, dans la ligne directe. Dans la ligne directe. En 1852, voyez, vous voyez les rafales de personnes. Hein. En 1852, c'est l'Institut des jeunes aveugles par l'abbé Gridel. Mais en même temps, en 1835, des chrétiens de Nancy rachètent la chartreuse de Beaucerville, la restaurent et la redonnent aux chartreux qui viennent reprendre leur place jusqu'en 1905 à Beaucerville. En 1843, l'abbé Lacordaire reçoit de son ami de Saint-Baussan une maison pour refonder l'ordre dominicain en France. Et l'ordre dominicain en France a été refondé ici. Même chose en 1856, au cours Léopold, c'est la réouverture de la communauté des Jésuites, dans un climat très, très, très difficile pour les Jésuites. Les Nancéens ne les supportaient pas. Beaucoup de curés s'y opposent. Quand ils construisent leur église, même l'évêque refuse de consacrer leur chapelle. Il faut venir un évêque d'ailleurs, etc. Enfin, vraiment, c'est très, 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 très compliqué. Mais je ne peux pas m'attendre parce que voilà, on arrive à la fin. Dernière fondation, alors considérable là, qui va marquer, j'allais dire, typiquement Nancy, pour vous montrer quand même qu'il y a de quoi faire. Monseigneur, en 1863, le nouvel évêque de Nancy s'appelle Lavigerie. Lavigerie trouve que le clergé est nul à Nancy, que les bonnes sœurs ne sont pas bien formées pour enseigner, que les frères ne sont pas bien. Ça ne va pas du tout. Les vicaires ne travaillent pas. Donc il encourage vivement la formation permanente. Et comme il n'est pas obéi, la veille de la Pâque de 1864, il relève tous les vicaires qui n'ont pas passé leur examen de formation permanente des pouvoirs de confesser. Je peux vous dire que les curés, l'année suivante, les vicaires ont fait leur travail. Hein. Parce que les curés se sont trouvés tout seuls à pouvoir confesser. Voilà. Donc ça, c'est la première. Parce qu'il a été évêque 4 ans, 1863-1867, c'est une tornade. Il publie un décret que
tout prêtre, toute religieuse, tout religieux qui doit enseigner doit avoir les diplômes requis pour son enseignement. Et ceux qui ne l'ont pas doivent se remettre à l'étude pour l'obtenir. Et pour ça, il achète une maison à côté de l'université, le palais construit par Moret. Donc juste à côté, là, ce qui est maintenant le QEP et ce qui est en train d'être, je ne sais pas quoi, démoli pour faire autre chose, il construit là une maison où les prêtres, les religieux vont pouvoir vivre pour se consacrer aux études, obtenir leur diplôme en allant étudier à l'université à côté. C'est ce qu'il va appeler ça une haute école de formation. Et il va former là les prêtres. Alors les religieuses ont une maison idem pour elles, avec une congrégation. Et le niveau va considérablement augmenter. Ce qui fait que, quelques années plus tard, quand les maisons d'édition parisiennes se sont lancées dans des dictionnaires bibliques, dans des dictionnaires d'archéologie, ils ont eu l'idée de créer un dictionnaire de théologie, qui va devenir le dictionnaire de théologie catholique, le DTC. Eh bien, on va demander à Nancy de réaliser ce dictionnaire, 25 volumes. Et le prêtre qui va en être chargé le premier, c'est l'abbé Alfred Vacant, qui est professeur au séminaire, et grand admirateur et grand disciple de Lavigerie. Ceci se commence en 1890 et va durer jusqu'en 1925, avec 3 directeurs qui sont tous originaires du diocèse de Nancy. Alfred Vacant le premier, ensuite Mangenot et ensuite Amann. Nous sommes là sous l'épiscopat de Monseigneur Turinat. Alors vous avez à Nancy donc une 30aine de collaborateurs pour la création de ce dictionnaire, qui sont tous originaires de Nancy. Ils enseignent au petit séminaire, au grand séminaire, à Saint-Sigisbert, à la Malgrange, pour la plupart. Vous avez là des grandes figures, hein, dont la dernière, je pense que vous avez dans la tête, qui est le cardinal Tisserand. Mais il est de cette tribu-là, mais il est dans les derniers de la tribu. Et donc ce dictionnaire, qui existe encore, hein, qui est évidemment a vieilli par certains articles, mais par un autre côté, reste encore, en particulier dans tous les articles d'histoire et de première archéologie, des comptes rendus, etc., tout à fait pertinent encore aujourd'hui. Et ce dictionnaire a eu le mérite d'être réalisé en pleine crise du modernisme, qui éclate donc en France, à Paris, autour de Loisy, sur la question du rapport entre la raison et la foi. Loisy disant que tout ce qui n'est pas rationnel doit être supprimé de la foi, ce qui fait que ce qui reste de Jésus, quand Loisy est passé, c'est plus grand-chose, puisqu'il n'y a pas d'incarnation et qu'il n'y a pas de résurrection et qu'il n'y a pas de miracle. Bon, alors, vous voyez ce qui reste. Mais le dictionnaire va garder l'équilibre en montrant comment l'acte de foi est un acte
qui a besoin de la raison aussi, et qui dans l'acte de foi, va s'exprimer la raison, mais l'acte de foi est premier. Et ils vont pratiquer ça dans le nombre incalculable d'articles qu'il y a dans le dictionnaire de théologie catholique. Je termine, je conclus. Évidemment, tout ça mériterait d'être raconté dans le détail, mais alors là, il faut être là 2 jours. Je conclus. Aujourd'hui, on commence à comprendre, en fait, que si on prend le recul de 1789 à nos jours, dans ces 2 siècles, en fait, il s'est passé à l'intérieur de l'Église catholique un très grand mouvement qui commence sous le pape Grégoire XVI et le pape Pie IX, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, une confrontation réelle à la modernité, avec 2 mouvements qui ont marqué profondément l'Église dans ces 2 siècles. Premier mouvement, un retour au rôle premier de la papauté. Je m'explique. Pour un fidèle du XVIIIe siècle, le pape est loin. Et on vit sans lui. Napoléon, en faisant venir Pie VI d'une manière aussi éhontée qu'il a fait, et ensuite Pie VII d'une manière encore plus éhontée, mais en faisant que Pie VI a traversé toute la France, Pie VII aussi, que les gens ont vu et que Pie VII est le seul à avoir résisté toujours à Napoléon et de n'avoir jamais rien accordé des abus de Napoléon. Malgré le fait que Napoléon l'affamait, car quand il était à Fontainebleau, on ne le nourrissait pas pour l'obliger à signer un certain nombre de décrets. Hein, la dernière biographie de Pie VII, c'est Pie VII, le vainqueur de Napoléon. Pour vous dire, dans les historiens profanes, hein, pas du tout. Donc, ça a rapproché la papauté du pape, et le peuple de la papauté, ça a donné le caractère affectif de la relation avec le pape qu'il n'avait pas avant. Et le fait que les États pontificaux ont disparu au cours du XIXe siècle, ça a rendu la papauté à sa seule mission spirituelle pour l'Église. Et ça, ce mouvement-là, ça s'est passé dans cette période-là, et vous en avez le fruit aujourd'hui dans ce qu'est devenu la papauté pour l'ensemble de l'Église. Et ça a été très très important, parce que ce rapport au pape a aussi sauvé les églises au XXe siècle qui ont été soumises à des dictatures considérables, que ce soit le nazisme, que ce soit le marxisme, que ce soit Mussolini, que ce soit... L'Église catholique a bien mieux résisté parce qu'elle avait une puissance, j'allais dire, unificatrice hors des pays. Alors que l'Église orthodoxe était pieds et poings liés au monde russe, que l'Église allemande était pieds et poings liés, en particulier l'Église protestante, qui était une Église d'État, etc. Donc ça, c'est un des premiers mouvements qui s'est opéré. Et l'autre mouvement, c'est progressivement l'approche de la nouveauté, née de 1789, l'apprivoisement de cette nouveauté, mais aussi la critique, donc on pourrait dire l'apprivoisement critique de la modernité. Ça a commencé sous Léon XIII, avec Rerum Novarum. C'est avec l'invitation de Léon XIII aux catholiques français de regagner les institutions de la République en disant que la monarchie n'est pas intrinsèquement liée à la foi. C'est le test du cardinal Lavigerie à Alger. C'est dans la foulée des encycliques de Léon XIII, qui sont plus que Rerum Novarum, il y en a pas mal, la naissance d'un monde intellectuel
dynamique. Je pense à Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Gaston Fessard, Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Chenu en France, Don Sturzo en Italie, von Brüning en Allemagne, John Ryan aux États-Unis, pour ne citer que quelques noms, et surtout le fait que le catholicisme s'épanouissait parfaitement dans un monde politique américain qui était une république. Et dans une république démocratique, le christianisme vivait très bien. Et Léon XIII ne cessait de montrer en disant, mais cessez de marcher à reculons et regardez en vous ce qui vous est offert. Et tout ça va, j'allais dire, aboutir, si on prend sur le long terme, au Concile Vatican II. Et aujourd'hui, hein, vous avez, je cite là Georges Végel, dans un livre de 1922, de 2022, qui vient de paraître, qui s'appelle « L'ironie du catholicisme moderne ». L'ironie, c'est qu'il dit que dans l'état où la modernité se trouve maintenant en Europe et dans le monde occidental, c'est-à-dire en déconfiture, vivement que l'Église intervienne pour permettre à ce monde de se sauver. Et l'ironie du sort, c'est que c'est le catholicisme qui fera ça. Et vous avez la même chose chez Émile Perrault-Saucine, Catholicisme et démocratie, une histoire de la pensée politique, c'est 2011, c'est un petit peu plus vieux, mais c'est le premier qui a refait le travail très précisément, avec en gros les étapes que j'ai données, mais je ne me mettrai pas pour les étapes, mais en gros c'est ça quand même. Donc à la fois la spiritualisation et la fortification du centre autour du pape, qui a beaucoup servi dans les totalitarismes en particulier, et puis l'autre mouvement qui est celui d'accepter la modernité d'une manière critique, c'est-à-dire en en voyant les limites et en y revenant sans cesse. Et j'allais dire les derniers grands textes sur ce sujet, ça a été évidemment les grands discours de Benoît XVI à Ratisbonne, à l'Albert Hall, au Bernardin, à la Sapientia, etc., qui sont une approbation et un regard positif, critique sur la démocratie moderne. J'ai fini.